I fought for you. Harding, Beesbury, the fucking Apple Boy, we fought for you, your prince. L'épisode 6 de A Knight of the Seven Kingdoms plonge dans les conséquences du jugement et modifie la suite des aventures. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Les Targaryens ne peuvent pas toujours triompher. Même Joffrey Baratheon reconnaissait la gloire des Targaryens, forgés par leur conquête. Pourtant, à cette époque, il ne restait plus que 2 Targaryens au monde, dont l'un ignorait toute son appartenance à la famille des dragons. Qui aurait cru que, 2 siècles après la conquête de Westeros par Aegon le Conquérant, leur empire commencerait à s'effondrer à cause d'un simple chevalier errant. Certes, Dunk n'est pas responsable de la chute des Targaryens. Cette responsabilité incombe aux bellicistes ayant participé à la danse des dragons, au roi fou et à de nombreux autres Targaryens porteurs de folie. Mais Dunk se culpabilise énormément pour la mort de Baelor, et, par extension, pour le destin funeste de Westeros. Et rares sont ceux qui parviennent à le convaincre de son innocence. Le final de la saison 1 est une période de convalescence. S'inspirant de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms utilise son premier épisode final pour revenir sur les événements passés et définir les prochaines étapes. Dunk, meurtri et rongé par la culpabilité du survivant après la mort de Baelor, se demande à voix haute pourquoi les dieux l'ont épargné alors qu'ils ont ôté la vie à un prince. Son manque de confiance en lui, dû à ses origines modestes à culputier, le pousse à se considérer comme inférieur aux nobles. Même s'il a dû apprendre une chose cette saison, les chevaliers et les seigneurs ne sont que des imposteurs. La culpabilité de Dunk provient aussi du fait que Baelor, comme Sir Harlan avant lui a témoigné de la bonté et a combattu à ses côtés. Mais Sir Lionel Baratheon le ramène rapidement à la réalité, lui faisant remarquer qu'en tant que prince Targaryen, Baelor était censé être en sécurité et que c'était lui et les autres membres des chevaliers de Dunk qui risquaient réellement leur vie pour lui. Et il ajoute, les dieux ne favorisent pas les imposteurs. Mais la tempête est passée, le mal est fait, l'héritier du trône de fer est mort, ainsi que Sir Humphrey des Essaims et Sir Humphrey Harding, bien que, hélas, ce dernier ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Dunk rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la sauver lors du jugement des 7. Baelor est le premier à recevoir les honneurs funéraires traditionnels des Targaryens, la crémation. Contrairement aux nombreux enterrements de House of the Dragon, aucun dragon n'est présent pour répondre à Dracarys. Le fait que Dunk assiste aux funérailles, mais seulement après la cérémonie, une fois la plupart des membres de la famille partis, en dit long sur son caractère honorable. Y a-t-il eu un personnage aussi bienveillant que lui dans cette franchise, depuis Ned Stark ou Brienne de Tarth? Le fils de Baelor, Valar, voit d'un mauvais œil la présence de Dunk. Pourquoi les dieux l'ont-ils pris et t'ont-ils laissé? Le chevalier errant se pose lui-même la question. La série continue d'accomplir des merveilles en tissant des liens émotionnels profonds avec ses personnages. C'est la première fois que Valar prononce un mot dans la série, et pourtant, son chagrin est profondément ressenti. Lorsqu'il parle, on a l'impression que les spectateurs l'ont suivi pendant plusieurs saisons, témoin de sa relation avec son père. Pourtant, en repensant aux funérailles de House of the Dragon, notamment celle de Laena Velaryon, on a l'impression qu'une bande de collègues est venue assister à l'événement. Le contraste émotionnel entre les deux séries est frappant. L'autre cérémonie funéraire est celle de Sir Humphrey des Essaims. Il a eu le droit à des funérailles et bien plus mises en avant que celle de Harding car le rituel du premier est bien plus impressionnant, avec un essaim d'abeilles entourant le cercueil. Il est rafraîchissant de voir les traditions des maisons mineures de Westeros, plutôt que celles des grandes et nobles maisons que Game of Thrones et House of the Dragon ont mises en avant pendant plus d'une décennie. Cet épisode est dépourvu d'action, offrant un répit bienvenu après un avant-dernier épisode explosif. Le final sert de transition, concluant les événements de la saison sur une note dramatique et mettant en lumière le développement des personnages. Ce procédé narratif, classique dans Game of Thrones, a toujours fait ses preuves dans la série principale. Il fonctionne également dans A Knight of Seven Kingdoms, car il recentre l'attention sur l'essence même de la série, les relations entre les personnages. Le showrunner Ira Parker maîtrise parfaitement l'art de dépeindre les dynamiques relationnelles et montre avec brio comment des liens émotionnels peuvent se tisser en un temps record. Dunk et Huff n'ont pas beaucoup de scènes ensemble dans cet épisode, mais même dans les quelques instants où ils apparaissent, il est évident qu'ils ont tissé un lien indéfectible, forgé par le respect, l'intégrité et le goût de l'aventure. L'humanité touchante de leur relation est sublimée par le jeu de Claffey et Hansel. Mais cet épisode est avant tout dédié à l'amitié entre Dunk et Raymond Fossavoy. On pourrait même dire que ces deux-là ont développé une fraternité aussi profonde que celle qui unit Dunk à Huff.
Il est rafraîchissant de voir une telle complicité et une telle affection entre deux hommes sûrs de leur virilité et qui n'hésitent pas à exprimer leur gratitude l'un envers l'autre. Raymond partage également des moments hilarants avec la prostituée du coin, Rowan, qu'il a peut-être piégée pour l'épouser. Il faut savoir apprécier l'énergie déployée. La série excelle particulièrement à saisir l'importance des nuances dans la psychologie de ses personnages. Les Targaryens ont des personnages très difficiles à adapter à l'écran en raison de la réputation de folie qui leur est associée. Nombreux sont ceux, dans cet univers ou non, qui les perçoivent comme étant soit entièrement bons, soit entièrement mauvais. House of the Dragon explore la profonde inexactitude de cette idée, et cette série va encore plus loin. Cet épisode révèle surtout les différentes facettes de Maekar Targaryen. Non pas que Maekar ait jamais été un personnage foncièrement mauvais, et certainement pas autant que son fils Aerion. Mais cet épisode en particulier, le présente sous un jour plus complexe et humain. Maekar n'aime pas seulement l'idée d'avoir des enfants, comme d'autres Targaryens par le passé, se contentant de les mettre au monde pour perpétuer le nom de la famille, il les aime véritablement. Il adore Œuf au point d'accepter à son service le même chevalier errant qui a indirectement causé la mort de Baelor, simplement parce que Œuf souhaite devenir son écuyer. Étonnamment, Maekar et Rhaenyra Targaryen se ressemblent dans leur approche de l'éducation. Certes, Rhaenyra n'a pas élevé un monstre, mais il est évident qu'ils agissent tous deux dans l'intérêt supérieur de leurs enfants. Même lorsque Maekar surprend Œuf en train de songer à tuer Aerion, il ne le réprimande pas. Il le comprend car il est lui aussi un frère. Spruell livre une performance magistrale dans le rôle de Maekar dans cet épisode, incarnant à merveille la culpabilité intense d'avoir tué son frère, attisé par l'amour profond qu'il portait à Baelor. Le thème des frères maudits est un trope déchirant dans l'univers de Game of Thrones, et pourtant, même après toutes ces années, la franchise parvient à le rendre encore plus tragique. Puis, il y a la conversation entre le prince d'Aeron et Dunk, qui aborde la question de l'inné et de l'acquis, révélant que Aerion était un enfant sage avant de devenir un monstre. Et c'est là que Dunk comprend qu'il pourrait peut-être influencer Œuf et l'empêcher de devenir un autre tyran Targaryen. S'il veut le faire, il le fera à ses conditions, expliquant à Maekar que Œuf apprendra comme lui en menant la vie d'écuyer auprès d'un chevalier errant. Maekar refuse catégoriquement, la fierté royale et les traditions exigent que le sang du dragon ne vive pas comme un paysan. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Finalement, cet épisode ouvre un nouveau chapitre dans la vie de Dunk, celui où il prend la place de Sir Harlan de l'Arbre-Sous. Dans un flashback, Sir Harlan raconte à Dunk l'histoire de son nom, le trompant presque en lui faisant croire à sa mort. On suppose que Sir Harlan est effectivement décédé peu après. Mais ce flashback soulève une autre question que les fans se posent depuis longtemps. Dunk a-t-il jamais été adoubé ? Après cet épisode, on peut raisonnablement supposer que non, et qu'il a menti sur son titre de chevalier depuis le début. Bien que cela le rende moins honorable, le fait que Dunk ait menti sur son titre de chevalier est un défaut acceptable. C'est le seul côté égoïste qu'il s'autorise, et cela lui donne l'impression d'être plus important. Et en réalité, s'il agit et parle comme un chevalier, quelle importance a un serment ? Nombre d'hommes ayant prêté serment sont moins chevaleresques que Dunk. Cela rend la théorie selon laquelle Brienne de Tarth serait la descendante d'autant plus fascinante. L'une des dernières scènes de la saison montre Dunk et Œuf s'élançant pour leur prochain voyage. Le fantôme de Sir Harlan les suit à cheval, mais bifurque dans une autre direction. Dunk prend enfin sa vie en main, guidant désormais un autre jeune garçon vers un avenir meilleur, pour le royaume et pour lui-même. C'est une belle conclusion à la relation complexe entre Sir Harlan et Dunk, et un début prometteur pour Dunk et Œuf. Puis la saison finit comme elle avait commencé. Œuf a d'autres projets. Finalement, l'impétueux garçon dupe Dunk une fois de plus, s'enfuyant pour devenir son écuyer en prétendant que Maekar lui a donné sa bénédiction. Ce qui, comme on le découvre dans la scène post-générique humoristique, est totalement faux. Dunk et Œuf sont désormais libres de parcourir les 9 royaumes en quête d'aventure. La scène finale de l'épisode montre donc que Maekar en détresse, cherchant Œuf alors qu'il quitte Sandregué. Son angoisse et son incertitude confirment que Œuf a une fois de plus menti à Dunk, fuyant sa famille pour devenir l'écuyer du chevalier errant. À première vue, cela peut sembler un détail sans grande importance pour l'histoire, mais le fait que Maekar ne sache pas où se trouve Œuf aura des conséquences majeures sur la suite des événements. À la fin de la première nouvelle, Maekar offre à Œuf une bague gravée de son sceau personnel. Cette bague sert en quelque sorte de sésame, destinée à être utilisés lorsque Dunk et Œuf se trouvent dans une situation délicate et doivent révéler l'ascendance Targaryen de Œuf pour se sauver. Dans les saisons suivantes, la série pourrait facilement exploiter l'idée que Œuf a volé la bague, permettant ainsi le déroulement de scènes majeures. Toutefois, le fait que Maekar ignore tout de son fils pourrait engendrer un futur conflit avec Dunk, déjà accusé d'avoir enlevé le jeune prince.
Dans le dernier épisode, Mekar exprime avec émotion son profond attachement au bien-être de son fils et son désir de le garder près de lui pour s'assurer qu'il ne finisse pas comme Erion ou Daeron. L'idée que Mekar puisse laisser partir son dernier fils aussi facilement est totalement inhabituelle chez lui. Le mensonge de Huff ouvre donc de nouvelles perspectives. Mekar et les frères et sœurs de Huff apparaissent peu dans les autres romans car ils savent qu'il est en sécurité avec Dunk et qu'il dispose d'un plan d'urgence au cas où il aurait des ennuis. Mekar étant à nouveau dans l'ignorance, il est possible qu'il réapparaisse pour retrouver son fils et raviver le conflit entre les Targaryens et Dunk. Conflit censément résolu à la fin de la saison. Le seul qui ne reviendra probablement pas dans la série est Erion, Mekar l'envoyant à Essos pour quelques années. Le passage de Dunk à Sandreguet n'a peut-être pas été de tout repos, mais il a marqué l'histoire et donné naissance à un récit mémorable, et un vrai chevalier finit toujours son œuvre. Cela annonce une saison 2 particulièrement croustillante. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin de saison 1 ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.